Hollywood itself is a word. The word is interesting because it's a word that comes from a pagan. Hollywood is the holy wood, and it was the wood that the magical wands were made out of in the pagan sorcery, magic. And these wands were believed that the sorcerers that possessed them could put people into trances and control them. This is part of, this is symbolic, but it's also important to understand that part of what Hollywood literally does is it puts people into trances. It's a dream state. They call it the dream machine in the United States. Creates fantasies for people. It puts people into these things. Now, one of the things that's interesting that in the part of what's done in movie theaters, in darkened rooms where people watch television, is literally a trance state that occurs. So what's called suspended state of disbelief. You enter into a state, you suspend your disbelief and enter into a state whereby you begin to believe what you internally realize is imagination. It's falsehood. Films are magic. It's just magic. You go and you watch these things and people get caught up in them. People cry during films. All this catharsis that takes place in these things. Many of the films, and this is an important element in the control mechanism, is literally allow people to go and have certain type of catharsis as a purging experience, which Aristotle talks about the necessary element. One of the necessary elements of tragedy is to create this cathartic experience. And this is why a lot of the films, especially also news and things like this is why news is very important in this culture. Everybody watches the news. They have this tragic, cathartic experience of watching the tragedies of others and then feeling safe and complacent in their own experience of this suspended state of illusory well-being. So these are very intricate and sophisticated methods. Now, I think it's dangerous, although there are elements that there's concerted efforts that take place, there's also a lot of people that have similar worldviews that aren't necessarily working together in concerted efforts. En 1789, les choses ne sont pas arrivées tout d'un coup. Tout a été minutieusement préparé à l'avance. La dégénérescence de la jeunesse, ou leur libération selon eux, a commencé plusieurs années avant 68. Regardons par exemple le film Blow Up de Antonioni, The Party de Peter Sellers. Bon, c'est des films tout à fait bien, mais qui montrent bien qu'avant 68, ça doit être, je sais pas, vers 66 par là, on avait déjà dans certains films dits modernes, tous les prémices du désordre futur. Le mot d'ordre est donné, faites ce qui vous plaît. Doctrine de l'Ordo Templariensis, au passage. Envoyez paître l'ordre et foutez le bordel. Prenez des drogues, couchez avec qui vous voulez, libérez-vous. Ah, au passage, rappelons qu'à cette époque, le LSD est répandu dans la société civile, après avoir été testé par les scientifiques américains pour la CIA. Ils l'ont testé sur la population, dans des affaires comme celle de Pont-Saint-Esprit, et aussi sur des militaires et civils non consentants, pendant les expérimentations MK-Ultra de la CIA. Si vous n'y croyez pas, allez regarder les dossiers déclassifiés de la CIA, qui sont sortis pas avec grand plaisir pour la CIA, mais parce qu'ils ont été contraints par des sénateurs. Voilà. Alors là, autre paradoxe. Ils veulent libérer les esprits, mais ont utilisé la contrainte pour tester en amont les effets de leur drogue. Ils veulent notre bien, mais on a soigneusement fabriqué et testé ensuite les effets de la drogue avant de la répandre dans la population. Ah ouais, très démocratique, effectivement. Ils sont prêts à tout pour réussir dans leur plan. À tout. Vos vies, vos états d'âme n'ont aucune importance. Vos vies, vos états d'âme n'ont aucune importance pour eux. Donc, pour faire très court, ils veulent libérer l'homme de ses entraves étant bien sûr la religion, l'autorité, peut-être les gouvernements, les guerres, mais bizarrement, pas le grand capital, pas le capitalisme. Si ? Oh, ils font un peu semblant, bien sûr. Il faut bien, sinon on trouverait ça louche. Mais dites-moi, qui finançait ces films de propagande New Age ? Les producteurs d'Hollywood, au portefeuille bien garni.
Les mêmes producteurs qui, selon l'agenda qui les arrangeait, ont produit des films de propagande anti-musulmans, où on nous présentait les musulmans comme des arriérés dans tous les films péplum à partir des années 40, ou bien des films pro-guerre, comme par exemple True Lies, qui est un très bon film par ailleurs, mais qui nous présente les musulmans comme des bons à rien, et qui légitime la guerre du Golfe. D'ailleurs, savez-vous que les liens entre Hollywood et Washington sont très étroits? Il est possible d'avoir de grosses subventions et soutiens sur un film lorsque l'on place le drapeau américain ou des officiels. Des soutiens sur un film lorsque l'on place le drapeau américain ou des officiels, militaires, policiers, etc. Ils vous prêtent argent et matériel, mais peut-être aussi lorsqu'on place d'autres choses, allez savoir. À ce propos, ne croyez pas que ces arrangements n'ont lieu qu'aux USA. En France, on a par exemple des films en apparence anodins et tout à fait sympathiques, comme Ah si j'étais riche, qui dès début 2002 font la promotion de la Française des Jeux, de l'euro nouveau et de la banque Rothschild. C'est pas possible. Comptez sur nous, monsieur, il n'y a pas de problème. Bienvenue chez Rothschild, monsieur Bonnard. C'est votre femme qui doit être contente. Château Lafite Rothschild 85. Oh putain. Il a tout de même un gros inconvénient. Après, on a du mal à boire autre chose. Bienvenue chez Rothschild. Soyez attentifs aux techniques subliminales et ne vous laissez pas manipuler. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir deux petits extraits, je vous mettrai les liens des deux vidéos en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir les vidéos dans leur intégralité. Comme c'est précisé dans le petit extrait audio que vous venez d'écouter, la racine du mot Hollywood dériverait d'une origine païenne. C'était le Hollywood, qui veut dire bois sacré d'où sortaient les bâtons magiques. Et les magiciens, à l'aide de ces bâtons, avaient le pouvoir de mettre les gens en transe ou de les contrôler. C'est symbolique. Car ce que fait Hollywood, c'est de mettre les gens en état de transe, dans un état de rêve. Ils l'appelaient la machine à rêve aux États-Unis. Le cinéma est un formidable vecteur d'influence culturelle pour les pays qui font le choix de s'en servir. Après l'Allemagne nazie, qui avait su exploiter le pouvoir d'influence du cinéma à des fins de propagande idéologique, les États-Unis suivront et seront le deuxième pays qui utilisera l'industrie du cinéma à des fins propagandistes. Et nous savons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'Hollywood est utilisé par le gouvernement américain afin de formater et conditionner l'esprit de millions de téléspectateurs à travers le monde. Bien plus qu'un simple divertissement visuel, Hollywood est devenu avec le temps une puissante arme de conditionnement, pour ne pas dire de propagande étatique, dont le but consiste à faire accepter le modèle économique capitaliste américain à toute la planète. La guerre froide qui avait succédé à la Deuxième Guerre mondiale opposera deux systèmes idéologiques économiques, l'un basé sur la propriété privée du capital, que l'on appelle le capitalisme, et l'autre reposant sur la nationalisation des entreprises et la collectivisation des terres agricoles qu'on appelle le communisme. Devant la montée en puissance de ce communisme dans le monde, les États-Unis décideront de se lancer dans une politique de soutien militaire aux nations dont le pouvoir était menacé par le communisme. Bon, la guerre du Vietnam, de la Corée puis de l'Afghanistan était la résultante de ce conflit qui opposera pendant une cinquantaine d'années le communisme soviétique au capitalisme américain. Certains régimes despotiques de l'Amérique latine, qui étaient menacés par des mouvements de révolte pro-communistes, seront aussi soutenus militairement parlant par les États-Unis. Et comme vous le savez, en Amérique latine, des guerres larvées où il y a eu des crimes et des massacres, il y en a un gros paquet. Et ça, sous le sceau des États-Unis, puisque ce sont les Américains qui soutiennent ces régimes despotiques. Et ces régimes despotiques n'hésitent pas à réprimer dans le sang toutes ces révoltes. Devant cette menace communiste, les autorités américaines exploiteront l'outil cinématographique d'Hollywood afin de formater et réinitialiser l'esprit de millions de spectateurs à travers le monde pour qu'ils acceptent d'adopter le modèle économique américain. On les conditionne surtout à travers la subtilité du cinéma. Et pour accomplir à bien sa mission, les studios privés de Los Angeles dépenseront des centaines de millions de dollars pour fabriquer sur mesure des scénarios de films
qui répondait le plus fidèlement possible à la politique économique américaine qui prédominait à l'époque. Hollywood sera instrumentalisé afin de répondre à une volonté non avouée des autorités américaines qui souhaitaient influencer la politique économique de toutes les nations du monde afin qu'elles adoptent le modèle économique américain qui est le capitalisme. Ce vecteur économique hollywoodien est entre autres souvent accompagné d'une vision libérale des mœurs, immorale et complètement dépravée pour des yeux de religieux. Le cinéma hollywoodien nous impose culturellement parlant une société sans normes religieuses, où seul l'argent, la violence et le sexe prédominaient. Ils continuent de prédominer, vous me direz, parce que ça n'a pas changé. Et au milieu de tout ce spectacle de corruption, le diable lui-même parvient à s'inviter dans certains scénarios de films. Il en profiterait pour accélérer cette politique de perversion de la planète, tout en envoyant des messages subliminaux menaçants contre ce mystérieux monarque de la fin des temps qu'on appelle l'Antéchrist. Oui, parce que le diable communique à travers certains films en insérant des messages codés, plus ou moins. La stratégie hollywoodienne, bien entendu, ceux qui réalisent ce genre de film n'en seront pas conscients, je tiens à préciser. Le diable agirait à leur insu, il les inspire. Et derrière certaines phrases ou certains textes, on voit bien l'empreinte du diable qui se cache. Mais bon, le scénariste, celui qui a écrit le texte, lui, ne le sait pas. Il a juste été inspiré par ce diable. La stratégie hollywoodienne sera utilisée par le gouvernement américain dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour aider financièrement parlant l'Europe à se reconstruire, les États-Unis, par l'intermédiaire de leur secrétaire d'État, le général George Marshall, lanceront un vaste programme de prêts qu'ils accorderont aux différents États européens. Bien entendu, tous ces prêts étaient assortis de la condition d'apporter pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. C'est-à-dire, en langage plus clair, on vous prête de l'argent, mais en échange, vous achetez du matériel américain. Eh ben oui. Dans l'un de son discours, George Marshall affirmera il est logique que les États-Unis fassent tout pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune paix assurée. Par stabilité politique, je pense que les Américains craignaient de voir plusieurs États européens plongés dans le communisme. C'était vraiment leur bête noire à l'époque. Le plan Marshall fut officiellement appelé Programme de rétablissement européen. L'administration Truman le préféra au plan Morgenthau qui prévoyait, lui, de faire payer les réparations par l'Allemagne nazie. En effet, plusieurs experts se souvenaient des effets désastreux de cette politique après la Première Guerre mondiale. La question des réparations allemandes avait contribué à la création d'un sentiment d'injustice dû aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale et avait facilité la prise au pouvoir d'un mouvement nationaliste que vous appelez le nazisme. Donc les Américains n'ont pas voulu reproduire le même problème, donc ils ont préféré aider financièrement parlant les différents pays européens plutôt que de racketter l'Allemagne qui avait perdu la guerre. Elle avait carrément tout perdu à cette époque. À travers ce plan Marshall, les États-Unis souhaitaient imposer un idéal économique aux Européens. Le cinéma hollywoodien deviendra alors un vecteur de diffusion de la culture et des valeurs américaines en Europe, dont le but non avoué était de détourner les Européens de toute tentation communiste, tout en les incitant à mieux accepter la domination économique qui résultait de ce volet économique du plan Marshall. La diffusion massive de westerns, de films de guerre ou de films présentant la société américaine sous son meilleur aspect conditionnait progressivement les spectateurs européens pour qu'ils acceptent le modèle économique américain. Oui, là c'est vraiment un conditionnement fait sur une échelle européenne. Pour accentuer cette propagande cinématographique, le secrétaire d'État américain signera dès l'année 1946 un accord avec son homologue français et dans lequel il était prévu une annulation de la dette française à la condition expresse de l'ouverture quasi totale des salles françaises aux productions cinématographiques américaines. Là, vous avez compris, les Américains imposent carrément, par l'intermédiaire du cinéma hollywoodien, leur culture, nous imposent. Leur culture, leur système économique et tout ce qui va avec. C'est pour cette raison que l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, aura tendance à suivre le modèle économique américain. Face à ce déferlement hollywoodien, rodé à la promotion du modèle américain, depuis qu'elle a dû se réorienter à partir de 1941, vers des films de quasi-propagande, comme vous le savez, parce que en 1941, les États-Unis étaient entrés en guerre contre le Japon.
Donc tous les films qui étaient réalisés par Hollywood étaient faits à des fins strictement propagandistes, hein, pour attirer le maximum de gens pour qu'ils s'engagent dans l'armée. La France n'avait pas pu assister du moins n'a pu assister qu'à la disparition progressive de son cinéma de divertissement, hein, face à cette vague américaine qui est un poids lourd de la propagande américaine. Bah, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, hein, parce que on est noyé sous le cinéma de propagande américain. Vous ne le voyez pas, mais quand vous regardez tous ces films, c'est un peu l'idéal ultralibéral de l'économie américaine qui est vanté à l'intérieur de tous ces films, hein. C'est comme si on vous disait, vous voyez, hein, si vous choisissez notre modèle économique, vous deviendrez comme ceux qui vivent dans le luxe que vous voyez apparaître dans ces films, hein, ceux qui conduisent les Cadillac, les voitures de luxe, les villas. Donc voilà, on induit ça dans l'esprit des gens. Devenu un média de propagande et d'influence de masse, hein, le cinéma américain est utilisé comme instrument de communication, hein, afin de promouvoir le modèle économique des États-Unis, hein, sur toute la planète, hein. Les films produits par Hollywood sont regardés par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Inutile de vous parler de l'impact psychologique, hein, et de conditionnement qu'il a sur les millions de consciences humaines, hein, qui regardent tous ces films en s'imaginant devenir un jour aussi riches que les héros qui apparaissent fortunés dans tous ces films. À travers certains films, Hollywood formate l'esprit des spectateurs pour qu'ils deviennent violents, agressifs, voire complètement dépravés. Mais le logiciel principal, c'est le formatage économique, hein, en nous montrant des héros qui roulent dans des limousines, habitent de superbes villas qui sont très bien habillés. Ben, on finit par conditionner l'esprit de millions de jeunes ados, hein, pour qu'ils se mettent à rêver à ce genre de vie de luxe, hein. Donc tous ces jeunes, pour arriver à ce stade de richesse, voudront s'enrichir par tous les moyens, afin d'espérer approcher cette vie de luxe présentée dans le cinéma. Bah, selon le contenu du scénario, un film peut induire dans l'esprit d'un spectateur l'idée maîtresse qu'il avait voulu faire véhiculer, hein. Car ceux qui réalisent un film le font pour gagner de l'argent. Mais les forces maléfiques qui auraient contribué à la réalisation de certains films, eux, font tout pour que ce film contienne un message induit bien précis. Ils souhaitent voir l'idée maîtresse de ce programme infusée dans l'esprit du spectateur. Par exemple, à travers L'Exorciste, le diable se présentait au public, hein. Les gens qui ont vu ce film avaient presque voué un culte au diable, hein. C'était impressionnant. Au lieu de combattre le diable à travers le film L'Exorciste, on lui rendait hommage en réalité. C'est pour vous dire, hein, c'est celui-là qui a écrit et qui a réalisé le film L'Exorciste était vraiment sous l'influence du diable, hein. Il s'en était même pas rendu compte. Autre film où on avait induit une idée maîtresse, c'est Scarface, dans lequel jouait l'acteur Al Pacino. Bah là, c'est un film qui faisait la promotion de la drogue, hein, comme vous le savez, hein. Beaucoup de jeunes qui ont vu le film, hein, ont commencé à s'identifier au héros principal. Donc certains d'entre eux vont se lancer à leur tour dans la vente de drogue ou la consommation de drogue, hein. Et pour essayer, pour aspirer à devenir comme Monsieur Pacino dit Scarface, hein, qui est, à force de dealer, vendre de la drogue, est devenu un parrain de la drogue. Et il a commencé à vivre dans le luxe, hein. Des super villas, des super voitures, des super femmes, hein. Ben, tout ça, ça induit dans l'esprit des jeunes qui regardent ce genre de film une idée maîtresse. Celle de devenir aussi riche que la personne qu'ils voient dans le film. Je ne vous parle pas de l'impact psychologique que ce film a dû avoir dans certains pays sud-américains. En plus, si les jeunes ne sont pas très cultivés, n'ont pas une idéologie bien précise, là ils plongent vraiment dans cette induction de l'idée maîtresse qui va les pousser à devenir aussi drogués que l'acteur dans le film. Bah, je pense que beaucoup de jeunes qui ont intégré les cartels avaient dû voir ce film Scarface avant de rejoindre beaucoup de ces cartels de la drogue, hein. C'est des films qui sont là pour vous conditionner et vous pousser à devenir mauvais. Dans beaucoup de films, certaines forces maléfiques qui inspirent les réalisateurs veulent induire dans l'esprit des spectateurs ce genre d'idée maîtresse qui peut dans bien des cas se concrétiser dans la réalité, hein. Parce que je pense que beaucoup de jeunes qui ont plongé dans la drogue avaient dû être influencés par ce genre de film. Je vous ai parlé de Scarface, vous en avez bien d'autres, hein.
Et je ne vous parle pas des films qui parlent de la deuxième, pas de la deuxième guerre mondiale, et surtout des films qui ont été réalisés sur la guerre du Vietnam. Beaucoup de ces films, en réalité, hollywoodiens, certains de ces films ont été presque financés par le Pentagone, je dirais financés, aidés financièrement, parce que comme vous le savez, lorsque Hollywood veut faire un film de guerre, il contacte le Pentagone, et si le film va dans le sens souhaité par les autorités américaines, et ben, le Pentagone et l'armée américaine va fournir le matériel nécessaire et même des figurants pour qu'ils jouent dans ce film. Et il faut que le film aille dans le sens souhaité par ces personnes. Par exemple, sur la guerre du Vietnam, on doit bien présenter le Viet Cong comme l'ennemi numéro un de la liberté. Hein. On doit bien préciser que les Marines sont là pour défendre la liberté. Oui, ça c'est un lapsus, hein. Voilà, c'est une manière de parler, parce que vous savez très bien que la liberté n'existe pas vraiment. Les États-Unis, c'est une oligarchie capitaliste hein, qui impose son système économique à toute la planète, hein. Militairement parlant en plus. Hein. Et vous avez d'autres films comme Top Guns, le Tomorrow avec Tom Cruise. Beaucoup de ces films, on voit, surtout Top Gun, on voit des jeunes jouer avec leurs avions, sont faits en réalité pour enrôler les jeunes dans l'armée. Parce que comme vous le savez, aux États-Unis, l'armée n'est pas obligatoire. Hein. Bah, ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils se servent de la machine hollywoodienne pour attirer le maximum de jeunes vers les casernes. Et ça marche. Puisque les films sont tellement bien réalisés qu'ils ont un impact psychologique incroyable sur l'esprit des jeunes qui le regardent. Par exemple, vous voyez tous ces films de guerre sur le Vietnam, beaucoup de jeunes, quand ils voient ce genre de film, sont attirés. Attirés par le spectacle, ils s'engagent, mais ils ne savent pas que lorsqu'ils s'engagent, ils se retrouvent dans des situations encore plus terrifiantes que celles qu'ont vécues réellement les Marines. Parce que comme vous le savez, la moitié des Marines qui sont revenus du Vietnam ont eu des séquelles psychologiques. Hein. Pour ça, le cinéma vous présente la guerre, ça vous attire, mais il faut réellement se projeter sur le terrain pour comprendre ce que c'est réellement que la guerre. La guerre, c'est pas un jeu vidéo. Oui, oui, c'est pas un jeu vidéo. Beaucoup de ces jeunes qui s'engagent, certains qui se sont retrouvés en Corée ou au Vietnam ou en Irak, ont vite déchanté. Hein. Ils se sont rendus compte que sur le terrain, ce n'est pas du cinéma. Hein. Vous pouvez recevoir une balle en pleine tête hein, ou voir votre ami déchiqueté par une mine ou par une grenade. Hein. Ben, je ne vous dis pas l'impact psychologique d'une telle vue si la personne n'est pas forte, si c'est des jeunes hommes de 20-22 ans, ben, l'impact il reste dans l'esprit, hein, puisque comme vous le savez, les Marines ne subissent pas l'effacement de la mémoire par le procédé de l'hypnose. Hein. Ce qui aurait dû être fait pour ceux qui ont quitté le Vietnam, hein, qui sont revenus du Vietnam. Hein. Il aurait mieux fallu pour les autorités américaines de leur effacer certains souvenirs. Hein, post-traumatiques hein, qui les ont affectés, parce que beaucoup de ces Marines qui sont arrivés aux États-Unis sont arrivés avec des troubles psychologiques, hein, parce qu'ils ont vu des horreurs au Vietnam. Et ça, c'est bon, vous le retrouvez dans tous les conflits. Hein. Mais comme les autorités se contrefoutent complètement de leurs soldats, ils ne regardent pas vraiment ce qui va leur arriver lorsqu'ils vont rejoindre leur activité civile. Hein. C'est comme la guerre du Golfe, on nous explique que beaucoup de Marines qui sont revenus de cette guerre ont contracté toutes sortes de maladies. Bah, probablement qu'on leur a injecté des vaccins ou d'autres produits pour les rendre plus malléables. Hein. Je parle de l'esprit. Hein. Pour les contrôler ou les rendre plus haineux. En fonction des missions qu'ils avaient à faire, peut-être que à la cantine, on versait des substances qui devaient agir en fonction de la mission qu'ils devaient faire. Par exemple, si c'était une petite mission de reconnaissance, peut-être qu'on leur mettait des substances pour qu'ils ne soient pas trop violents. Si c'était pour aller combattre un groupuscule, là on leur mettait des substances qui les rendaient assez agressifs.
Et le problème, c'est que vous avez les effets secondaires de tous ces vaccins et autres substances chimiques. Eh ben, beaucoup de ces Marines revenus en Amérique ont fini par contracter toutes sortes de maladies et des cancers. Mais bon, les États-Unis, les autorités ne veulent pas trop enquêter puisque ça va remettre en question les produits qu'ils injectent à ces militaires. Oui, c'est des cobayes humains, hein, c'est carrément des cobayes humains. Hein, vous voyez ces jeunes avec leurs uniformes, leurs balsams, ils sont contents, voilà, les Américains, parce que beaucoup de ces jeunes, eux, sont carrément formatés par le cinéma hollywoodien. Hein. Lorsqu'ils sont dans des jeeps ou dans des blindés, voilà, ils s'identifient aux acteurs qu'ils ont vus dans les films. Hein. Comme Iron Man, par exemple, là, ça flatte l'ego du Marines américain. Oui, c'est Iron Man, c'est américain, c'est notre super-héros. Voilà, les Marines, ils sont très très forts. C'est un peu l'image qu'on induit dans l'esprit de tous ces jeunes. Hein. On leur donne une super image de l'armée. Hein. Alors qu'en réalité, quand ils se retrouvent sur le terrain, c'est désastreux. Hein. C'est une catastrophe humaine. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je voulais juste vous dire que Hollywood, hein, c'est un peu devenu l'arme du diable sur la planète aujourd'hui. Hein. Bon, je sais que parmi les commentaires, certains vont me dire oui, les lobbies juifs contrôlent Hollywood. Ça, je le sais plus ou moins. Hein. Je n'en parle pas parce que c'est tellement flagrant que ça sert à rien. C'est un peu comme ce qui s'est passé le 14 mai lorsque l'armée israélienne a ouvert le feu sur des femmes et des enfants. J'en ai pas parlé puisque ça sert à rien. Pourquoi vous voulez qu'on en parle? Ils ont ouvert le feu sur des femmes et des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Aucun pays arabe n'a râlé. Les Palestiniens ont demandé à l'ONU de réagir. Personne ne réagit puisque vous savez que les Israéliens, le gouvernement d'extrême droite israélien fait ce qu'il veut, hein, puisque le lobbying juif est tellement puissant aux États-Unis et dans d'autres pays européens que les hommes politiques de ces pays n'osent même pas affronter l'attitude de ce gouvernement israélien. Donc c'est pour cette raison que j'en ai pas vraiment parlé. Hein. Mais bon, il faut comprendre une chose. Hein. J'ai déjà fait comprendre dans une autre vidéo que le gouvernement israélien doit comprendre que dans le futur, si les armées de Gog et Magog arrivent jusqu'à Jérusalem, ça ne sera pas par hasard. Dieu n'envoie pas des armées pour attaquer une armée qui fait le bien. C'est la seule chose que je voulais vous dire. Hein. Quand vous faites le bien, logiquement, Dieu ne va pas vous envahir. C'est le diable qui va essayer de vous provoquer. Et en règle générale, quand vous faites le mal, Dieu se manifeste par l'arrivée d'une autre armée. C'est un peu ce qui s'était passé hein, avec les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains. Hein. À chaque fois qu'ils se sont mal conduits, vous avez une autre armée qui les a écrasés. Hein. Par exemple, les Grecs, comme vous le savez, ont été envahis par les Romains. La Grèce, c'était un peu une culture, c'est un peu la culture de la démocratie. Hein. La culture de la perversion, indirectement. Hein, où l'homosexualité était certes condamnée, mais pratiquée par beaucoup de Grecs à cette époque. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.